Je voudrais que dans cette troisième table ronde, parce que beaucoup de choses ont été dites, pour faire un résumé sur l'impression 3D, peut-être tout, je ne sais pas, mais beaucoup de choses ont été dites sur l'impression 3D, sur les modèles économiques, les problématiques de filière, chaîne de valeur, format de la cyber-usine, en usine étendue, éclatée, etc. Tout ça a été beaucoup abordé. Donc peut-être pour rester sur à la fois la problématique des modèles économiques et profiter de la présence de nos trois experts, essayer de resituer la place de l'homme dans cette quatrième révolution industrielle, à la fois dans les enjeux de formation, d'éducation, mais aussi de rapport au travail, de rapport à la machine et de rapport finalement à l'économie. Ça me paraît être un sujet central qu'on a esquissé, mais peut-être pas abordé de façon complète. Louis Gallois, quand on s'est vu la semaine dernière pour préparer cet entretien, vous nous disiez l'industrie du futur, finalement, pour vous pointiez ce qui a été fait à maintes reprises, certains retards, notamment du tissu de PME, qu'il ne fallait pas oublier l'industrie du milieu, comme on peut dire. Mais vous disiez, c'est d'abord et avant tout un défi culturel autant que technologique. C'est-à-dire que c'est un sujet aussi de changement d'état d'esprit du monde de l'entreprise face à la technologie et face à la prise de conscience, c'est un peu ce que vous nous dites aussi, que c'est une opportunité formidable d'un possible rattrapage, de revenir dans la course pour les entreprises françaises. Oui, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je suis arrivé un petit peu en avance, donc j'ai écouté la fin de la table ronde précédente. Et beaucoup de choses ont été dites sur ce point, notamment par Bernard Charlez, sur le fait que on ne pouvait pas considérer le numérique comme la simple prolongation incrémentale des progrès de productivité qui se produisent dans l'industrie, mais qu'on allait vers un changement de modèle économique, etc. Je crois que c'est tout à fait exact et que ce changement de modèle économique est peut-être pour la France l'occasion de rattraper le retard qu'elle a pris dans un certain nombre de domaines, et notamment dans cette fameuse modernisation de son appareil industriel. Donc, il faut qu'on soit capable de jouer cette carte. Et la question est de savoir si nous y sommes prêts, si l'opinion publique a été préparée à cela, si les chefs d'entreprises de taille petite ou moyenne s'engagent là-dedans. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème culturel. Je suis pas sûr, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Bernard Charlez, je suis pas sûr qu'il faille annoncer à tout le monde que ça va foutre en l'air tout ce qui se fait actuellement et que on est parti sur quelque chose de complètement différent, parce que là on va terroriser les gens. Hein. Même si on se projette à quelques années, il y a du vrai là-dedans. Mais je pense que il faut essayer de ne pas les terroriser si on veut les amener à prendre le virage. Moi, je suis assez inquiet quand je vois qu'il y a 25 ou 30%, je ne me souviens plus du chiffre, des patrons de PME qui considèrent le numérique comme un enjeu stratégique. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'il y en a 70% qui considèrent que ce n'est pas un enjeu stratégique. C'est-à-dire qu'ils confient ça à leurs informaticiens, pour parler clair. Et là, je pense qu'il faut que nous soyons très, très actifs dans la pédagogie pour que le virage culturel soit pris. Et pour que tous les acteurs économiques considèrent qu'on est face à un enjeu stratégique majeur qui ne va pas... On va continuer, le produit va continuer à exister. On va continuer à fabriquer des choses. Mais la relation avec le client va être complètement différente. La relation avec les fournisseurs va être complètement différente. La manière de travailler dans les usines va être complètement différente. Bernard Charlez va plus loin, il dit est-ce qu'il y aura la propriété même des machines? Est-ce qu'on ne va pas aller vers l'usage des machines comme vers l'usage des voitures? Autant de questions comme celle-là qui vont se poser progressivement. Ne posons pas toutes les questions à la fois, sinon on va terroriser les gens, mais je pense qu'il faut les amener sur le plan de l'explication à la conviction qu'ils sont face à un enjeu stratégique majeur. Où on en est, d'après vous, dans cette prise de conscience? Est-ce qu'on emploie les bons moyens? Cette table ronde a vocation, oui, évidemment, oui, à y participer, mais il faut évidemment aller beaucoup plus loin. Et qui doit faire ça, finalement? C'est un peu tout le monde? Je pense que c'est tout le monde.
Je pense que ce qui se fait en France est pas déshonorant. Hein. Le programme Industrie du futur, c'est quelque chose qui a de la consistance, qui est engagé. Il y a certainement des améliorations à apporter, mais je pense qu'il y a des choses qui se font. Je pourrais souhaiter que les hommes politiques, puisque vous voulez parler de l'État, parlent plus de ce sujet, qui n'est pas véritablement un enjeu de la campagne présidentielle, par exemple, mais qui pourrait... Ça pourrait. Dont certains aspects pourraient être un enjeu de la campagne présidentielle. Je pense que, évidemment, tous les acteurs, chambres de commerce, grandes entreprises, doivent se mobiliser dans ce sens. Et moi, sans développer, mais on pourrait revenir, je dirais qu'il y a deux choses qui me frappent et qui sont absolument indispensables. On en a parlé à la précédente table ronde. C'est comment les acteurs travaillent ensemble. Et le deuxième sujet, c'est celui des hommes et des femmes dans ce processus. Quelles compétences, quelles qualifications, quels nouveaux métiers vont apparaître. Bernard Chalès nous disait les syndicats sont associés dans le travail de l'Alliance. Mais quand on vous a vu la semaine dernière, vous disiez en Allemagne, dans l'industrie 4.0, les partenaires sociaux, on sait que le modèle allemand est en plus dans la cogestion, sont vraiment au cœur du dispositif, notamment IG Metall. Moi, j'avais rencontré quelqu'un d'IG Metall qui me faisait part vraiment de façon très précise de ces sujets. Est-ce qu'on va assez loin dans la prise, dans l'implication des grands syndicats, en tout cas qui le veulent, je ne pense pas seulement à celui qui est réformiste que tout le monde connaît, mais de l'ensemble des grands syndicats pour justement avancer de concert, parce qu'il s'agit aussi de transformer le travail des hommes dans l'usine. Bon, je parle sous le contrôle de Dorothée Kohler qui connaît mieux ça que moi, mais lorsqu'il y a eu le débat sur l'automatisation en Allemagne, les syndicats se sont braqués contre. Et ils ont vu que c'était pour eux négatif, parce que d'une part, ils n'ont pas arrêté l'automatisation, et deuxièmement, ils n'ont pas été embarqués là-dedans, ils n'ont pas pu peser. Alors, ils ont décidé de jouer le jeu sur l'industrie 4.0. En France, on commence à associer les syndicats, mais la nature du paysage syndical français est très, très différent de celui de l'Allemagne. Quand vous dites un syndicat réformiste, je vous rappelle que les syndicats dits réformistes, c'est-à-dire CFDT, CFTC, CFE-CGC, représentent 51% du syndicalisme français. C'est-à-dire la majorité. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Et dans les entreprises, je peux vous dire, je parle de PSA. Dans les entreprises, les syndicats présents, Force ouvrière en particulier, qui est le syndicat, le deuxième syndicat, le premier syndicat, c'est CFE, CGC, FO, le deuxième syndicat, FO, il accepte de parler de ce genre de sujet. Donc, je pense qu'il faut effectivement que les partenaires sociaux soient engagés dans cette affaire, et je ne pense pas que ce soit impossible, parce qu'il faut qu'ils prennent conscience des enjeux, qu'ils définissent une position s'ils veulent peser dans les solutions qui seront apportées. Souvent, c'est plus facile de travailler avec les syndicats dans l'entreprise. On parle beaucoup aujourd'hui de retour de la négociation dans l'entreprise, rapprocher du terrain. Et quand on est au niveau des grands enjeux nationaux, ça bloque sur des positions parfois de principe. Est-ce que sur ces sujets de l'usine du futur, où finalement vous l'avez pointé du doigt, et on l'a fait un peu tout à l'heure, c'est le sujet de la formation et des compétences, est-ce qu'il n'y a pas là un risque, effectivement, en tout cas de mauvaise allocation des moyens? Bernard Chalès proposait de dire donnons 1 milliard aux syndicats pour leur financement et reprenons les 30 ou je ne sais pas combien milliards autres de la formation professionnelle pour les réallouer en les réorientant dans les filières. Est-ce que ça ne serait pas carrément plus efficace
pour pas si cher? Bon, je sais pas si C'est provoque, mais ça permet de poser cette question quand même de la bonne allocation des moyens. Je suis un adepte très isolé dans le paysage du chèque syndical qui permettrait d'élever le niveau de syndicalisation de 8% dans le secteur privé à, j'espère, 30%, ce qui changerait la donne parce que la base syndicale serait beaucoup plus diversifiée, parce que ça entraînerait obligatoirement un dialogue beaucoup plus mature entre les partenaires sociaux dans l'entreprise. Je pense que les branches, j'ai écouté ce matin M. Magny sur défendant les branches, parce que FO est plus fort au niveau des branches, donc il défend les branches, et disant que le dialogue n'était pas assez fort au niveau des branches. Mais moi je pense que le numérique, on peut en discuter au niveau des branches. Parce que ça, tout à fait. Évidemment, il ne faut pas 700 branches. Hein. Il en faut 50, entre 50 et 100. Et donc, si on veut avoir un véritable dialogue, donc ça suppose un plan social massif de présidents et de directeurs généraux de branche. On est bien passé de 34 plans industriels à 9 solutions avec de Montebourg à Macron. On doit bien être capable de diviser par 5. Eh ben, écoutez, c'est un enjeu. Oui, c'est une arlésienne qu'on promet depuis. Je peux vous le dire que c'est pas fait. C'est pas fait. Alors, peut-être pour compléter ce que vous venez de dire, puis on reviendra à ces questions, peut-être demander à Vincent Champin, qui est dirige aujourd'hui General Electric Digital Europe, de nous parler un petit peu de sa vision du sujet. Peut-être préciser, mais peut-être Vincent, vas-tu nous le dire, que ce que j'ai vu, ce qu'annonce General Electric dans l'Internet industriel est absolument spectaculaire. C'est-à-dire, c'est une annonce de devenir l'un ou le leader mondial dans ce domaine. Et alors, ce qui est intéressant, et que la France est quand même fait partie du spectre dans ce domaine de General Electric, puisque va s'ouvrir la Digital Foundry près de l'Opéra, qui est donc la fonderie numérique, de termes qu'on n'accolait pas autrefois ensemble, mais dont on voit bien dans nos débats de ce matin qu'ils se rapprochent. Donc la fonderie numérique a pour objectif d'embaucher plusieurs centaines d'ingénieurs et de fonctionner en mode start-up au cœur de Paris. Donc c'est aussi ça la 4e révolution industrielle vue par GE. Bonjour, ça fait beaucoup de questions. D'abord sur le fait d'être leader, on veut être leader avec nos partenaires, nos clients, dans une logique de co-création, mais j'y reviendrai. Un mot peut-être sur ce qui se passe, et c'est plutôt positif sur la place de l'humain. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous regardez un composant de ce type-là, ça vous pouvez l'acheter sur Alibaba pour $2, donc c'est $2 livrés dans votre boîte aux lettres, ça fait 160 millions d'opérations la seconde, ça peut avoir 4 mégas de mémoire, ça peut connecter en Wi-Fi. Tout ça, vous avez uniquement besoin de mettre une pile. C'est-à-dire que toutes les optimisations que vous pouvez faire, qui vont chercher de la donnée, qui commandent des machines, qui la comparent avec des choses que vous avez sur le cloud, et qui vous rapportent plus de $2, vous allez pouvoir gagner de l'argent à le faire. Mais c'est quoi? Ça s'appelle un system on chip. En fait, c'est un mini-ordinateur. Il a 4000 fois la puissance de calcul qu'avait la mission Apollo 11 qui a déposé un homme sur la Lune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût du hardware a baissé. Et qu'est-ce qui vaut cher aujourd'hui? C'est le software. En gros, la valeur du composant baisse. Du coup, la valeur de l'homme, le software, c'est une activité intensive en main-d'œuvre, se développe. Donc ça, c'est un point positif. Après, le point qui représente un challenge, c'est le suivant. C'est que si les avantages compétitifs qu'il faut réunir pour gagner dans l'industrie changent, c'est très important pour les entreprises de suivre ces avantages compétitifs. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'industrie. Quand vous êtes passé de la machine à vapeur au moteur électrique, la machine à vapeur, c'était une puissance centralisée. Vous construisiez des usines autour d'une source de puissance. Avec la machine électrique, vous pouvez décentraliser cette puissance et le coût unitaire du moteur électrique est infiniment plus faible que celui de la machine à vapeur. Ça a entraîné une recomposition de l'industrie. Il y a eu des gagnants et des perdants. Et les plus grands gagnants ne sont pas été ceux qui faisaient les machines électriques, c'est ceux qui ont été les plus prompts à les utiliser. Le digital, c'est une évolution similaire. Vous pouvez, et elle est différente dans l'industrie de ce qu'on peut voir, par exemple, dans les services. Dans le digital, souvent, l'impact, ça va être ce qu'on appelle le pouvoir du 1%. C'est-à-dire que si vous utilisez ces technologies, vous allez pouvoir gagner 3, 4, 5% de productivité dans l'industrie. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous allez voir dans le domaine des taxis, où là, si vous êtes une société qui met en relation les usagers des taxis avec les conducteurs, là, c'est 95% de votre chaîne de valeur qui explose. Et du coup, le jeu compétitif est différent. Votre plus grand concurrent dans l'industrie, ça va être à la fois le statu quo, c'est-à-dire rater une révolution. Et on a des tas d'exemples d'industries. On
peut citer Kodak, d'entreprises qui ont magnifiquement réussi dans un monde davantage compétitif, qui ont raté une étape, ça s'est passé en quelques années, et qui sont mortes quelques années après. Donc vraiment le jeu, c'est à la fois de saisir cette vague et de comprendre que le jeu est différent. Alors il est différent dans plein de domaines, il est différent dans le domaine des talents. C'est-à-dire que les talents numériques dont vous allez avoir besoin, c'est pas tout à fait les mêmes. Et donc ce qu'a fait J dans ce domaine, c'est deux choses. Un, on a créé une entreprise dans l'entreprise. Le business J Digital, c'est 1 milliard d'investissements, c'est 2000 personnes recrutées dans la Silicon Valley, majoritairement hors de l'entreprise. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est l'intégration de ce business, c'est-à-dire qu'on a des équipes d'intégration, comme les équipes que vous prenez quand vous, après, par exemple, le rapprochement de Peugeot et de Citroën, vous prenez des équipes pour rapprocher deux entreprises de cultures différentes. On a fait ça entre la partie digitale et la partie de J. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, la plateforme qu'on avait développée pour les besoins internes, on s'est rendu compte qu'on avait pris une avance telle qu'elle avait beaucoup d'intérêt pour des partenaires autres que J. Donc, ce qu'on avait développé pour nous-mêmes, on s'est dit on va l'amener à nos clients, nos partenaires. Stratégiquement, ça n'a rien d'innovant. C'est exactement ce qu'a fait Dassault Aviation avec Dassault Systèmes. Ils ont développé un logiciel de 3D dans la vague numérique précédente. La vague de la CAO, de la 3D, ça date d'il y a 30 ans. Et à ce moment-là, en étant un peu en avance sur les autres, ils se sont dit, tiens, on a quelque chose qu'on va apporter aux autres entreprises, pas uniquement utiliser pour nos besoins propres. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors ensuite, en termes de talent, il y a plein de challenges. Comme c'est des technologies quand même nouvelles qui changent beaucoup le jeu des avantages compétitifs, vous avez un vrai effort de formation, y compris pour les talents au niveau exécutif. Donc, dans la fonderie, on va avoir 100% de personnes qui savent développer, et moi y compris, j'ai dû remettre à jour mes compétences, apprendre à redévelopper des applications, ce que j'ai fait il y a 20 ans et pas trop depuis. Pourquoi ? Parce que le jeu change tellement que si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous allez faire un management barycentrique où vous pouvez mettre d'accord des gens qui discutent entre eux dans une salle, mais vous avez raté des ruptures principales. Deuxième point, attirer les talents. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'industrie va s'intéresser aux jeunes et, par conséquent, les jeunes vont s'intéresser à l'industrie. Donc, c'est là, dans ce cadre-là, qu'on va augmenter les recrutements. D'autres entreprises sont en train de le faire. Safran a recruté des dizaines de personnes pour leur filiale Safran Analytique. Et je crois qu'il n'y a pas de problème d'attractivité. Quand les jeunes, vous leur dites que vous pouvez faire des choses, des machines qui changent le monde, vous pouvez faire des choses utiles et que vous avez des emplois pour eux, on n'a pas de difficulté à recruter. Après, il y a des questions de volume, de qualité. Recruter 300 personnes, il faut, voilà, ça devient industriel. 300 ingénieurs, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Parce que vous regardez dans les compétences qu'on va recruter, il y a 3 compétences principales. La première, c'est ce qu'on appelle les data scientists industriels. Dans les entreprises industrielles, ils s'appellent plutôt ingénieurs de R&D que data scientists. Ils n'ont rien à voir avec ceux qui font la même chose dans le B2C, donc qui optimisent par exemple les campagnes marketing. C'est des personnes qui, par exemple, il y en a chez Alstom qui depuis des années ont passé la performance d'une turbine à gaz, c'est-à-dire sa capacité à transformer du gaz en électricité de 50% à 52%. Tout ça en travaillant sur des données, en optimisant. Donc ça demande une très grande connaissance en physique, des grandes compétences en mathématiques. Dans l'aéronautique, c'est la même chose. Safran, et J avec Safran, ça fait des années qu'on travaille dans ce genre de technologie. Et puis après, plus vous descendez la chaîne, et la chaîne, elle est dictée par la gourmandise de vos clients par rapport à la performance. Dans l'aviation, 0,1% de performance, si vous n'êtes pas capable de le délivrer, la compagnie aérienne a des problèmes et du coup, vous ne gagnez pas l'appel d'offres. Et plus vous descendez sur des clients pour lesquels cette capacité à accepter un petit écart de performance est moins grande, plus vous avez un peu plus de temps pour vous préparer. Mais à long terme, c'est l'ensemble de la chaîne qui est touchée. Alors, le data scientist industriel, ça c'est un premier type de métier. Quels autres la fonderie, et peut-être expliquer un peu comment ça va fonctionner, cette start-up. Alors, deuxième métier, on est bien placé pour en parler ici, et c'est un peu étonnant, mais c'est les designers software. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des changements de cette nature-là à faire, et Louis Gallois l'a très bien dit, vous avez des enjeux à la fois de conduite du changement et de concevoir non pas un algorithme intelligent, mais quelque chose qui fonctionne avec les gens tels qu'ils sont. Un exemple, vous regardez les causes d'accidents d'avion, dans l'une des causes les plus fréquentes, c'est quoi ? C'est pas que les données aient été fausses, c'est pas que les machines aient mal interprété les données, c'est que vous avez un opérateur humain
qui est submergé par les données et avec le stress, avec les conditions d'usage, qui ne réalise pas l'action qu'il faut au bon moment. Et les designers, dans leur composante d'ergonomie, c'est ça qu'ils vont vous aider à faire des applications qui soient vraiment utiles avec les gens tels qu'ils sont, dans les conditions de travail qui sont celles qu'on peut avoir sur une chaîne. Et la troisième catégorie, donc avec les designers et les data scientists, ça va être évidemment les développeurs. Donc là, on recherche des développeurs type web. Donc toute personne qui était formée à l'informatique dans les 6-7 dernières années connaît très bien tout ça. Toutes les personnes qui sont dans des vagues précédentes, c'est un peu compliqué, donc j'en fais partie. Et donc il y a un travail de remise à niveau qui est nécessaire. Il est particulièrement important. Pourquoi ? Parce que la façon, et on pourrait revenir, dont on fait le logiciel va changer profondément. C'est-à-dire qu'on va passer d'une logique d'experts où on fait des grands logiciels monolithiques qu'une entreprise livre et que les autres entreprises consomment, à une logique dans laquelle beaucoup plus d'entreprises vont faire eux-mêmes des applications. Pourquoi ? Si les avantages compétitifs de demain sont beaucoup plus numériques, une entreprise industrielle bien gérée, elle n'acceptera jamais que le cœur de l'avantage compétitif soit chez son fournisseur. Donc quand l'informatique était une facilité, une commodité, elle pouvait être uniquement consommateur. Si ça devient le cœur d'un avantage compétitif, une entreprise comme Air Liquide, dont la compétence, l'efficacité tient à la capacité à faire des services de productivité des actifs, c'est-à-dire faire en sorte que ces machines chez les clients soient les plus efficaces, il est hors de question pour une entreprise comme Air Liquide qu'ils abandonnent le fait d'avoir l'intelligence de comment on améliore la performance chez le client. Max Blanchet, donc je citais votre livre qui sort, mais plus généralement, donc je l'ai regardé parce que j'ai eu la chance d'en avoir quelques bonnes feuilles. Vous mettez en lien effectivement la notion de nouveau modèle économique, d'efficacité, d'intégration, de la chaîne de valeur dont on a déjà parlé, et voilà, il est là pour ceux qui ne l'ont pas. Et l'humain. C'est le marketing à l'ancienne. Voilà. Faites bien ça, les Gallois. Et le facteur humain. Donc effectivement, comment on en a un peu parlé, comment réussir cette transformation intégrant l'humain dans... Tout à fait, c'est effectivement une des questions cœur, effectivement, la place de l'humain dans cette usine du futur. Et c'est vrai qu'à fortiori en France, cette question est encore plus anxiogène. On a quelque part, la France, raté un peu le virage de l'automatisation. Comme vous le savez, on a un taux d'automatisation 2 fois inférieur à celui en Allemagne. Et on a aussi 2 fois moins d'emplois dans l'industrie que l'Allemagne. Donc quelque part, effectivement, c'est un petit peu anxiogène. Alors c'est vrai que quand on parle de toutes ces nouvelles technologies et fonctionnalités de l'usine du futur, la customisation de masse, la plus grande flexibilité, etc. Qu'est-ce que ça va changer effectivement dans une usine moyenne aujourd'hui d'une entreprise ? Alors effectivement, quand on prend prenons un exemple, une usine dans un équipementier automobile qui ferait aujourd'hui par exemple 300 personnes, on a fait une simulation, et se dire voilà, si on fait la transition de cette usine en usine 4.0, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout d'abord, effectivement, on va d'abord numériser virtuellement l'usine pour permettre le lancement de nouveaux produits virtuels, ce qui va permettre d'économiser du temps de machine, de préparation à la production. Ensuite, on va automatiser les flux de cette usine pour permettre de pouvoir produire de manière beaucoup plus flexible et une plus grande variété et diversité de produits, ce qui va permettre d'économiser beaucoup de temps machine. Ensuite, il y aura des machines de plus en plus intelligentes avec des petits capteurs, des capteurs qui vont permettre de s'auto-corriger, d'améliorer les défauts automatiquement, d'éviter des scraps, d'améliorer aussi la consommation de matière pour faire une pièce qui soit après vendable, ce qu'on appelle le yield. Et puis enfin, on va aussi avoir des systèmes de cyber production qui vont permettre de piloter l'ensemble du plan de production pour rendre cette usine extrêmement flexible et adaptable. Alors, quand on fait tout ça, on voit déjà au passage que l'automatisation et les machines intelligentes sont nécessaires pour permettre de gérer une complexité que l'humain ne va plus être capable de gérer. C'est-à-dire que dès lors que quand un humain assemble aujourd'hui des produits, par exemple comme dans l'automobile, il peut gérer une certaine diversité, mais jusqu'à un certain stade. À un moment donné, si l'usine se met à fabriquer des produits beaucoup plus variés avec une diversité plus importante, c'est trop complexe et donc l'automatisation remplace l'homme par le fait que
comme dans un avion qu'on disait tout à l'heure, on ne peut plus piloter un avion soi-même. Ce sont des systèmes qui vont le faire à la place. Donc c'est plus l'automatisation de la troisième révolution industrielle qui permettait de faire des gains de productivité, c'est l'automatisation pour permettre justement une plus grande flexibilité. Et donc tout ça, effectivement, améliorant la flexibilité, a un impact effectivement économique et un impact sur l'humain. Sur l'aspect économique, comme vous le voyez, on a une bien meilleure utilisation de l'outil industriel et donc du capital engagé. Moins de stock, moins de défauts de qualité, bien meilleure utilisation des machines. Et donc, de ce fait, eh bien, on peut fabriquer quelque part la même chose avec beaucoup moins de capital engagé. Et donc, c'est ça l'impact économique majeur qu'apporte effectivement l'industrie du futur. C'est que peut-être à iso-volume et pour des produits dont le prix reste le même, eh bien, on peut les fabriquer avec une économie de capital engagé. Et je reviendrai sur ce point-là, parce que c'est un point crucial après dans la recréation d'emplois qu'on va voir. Deuxièmement, sur l'aspect humain, comme je l'ai dit, donc la numérisation, la virtualisation, etc., le fait qu'on a remplacé les tâches fastidieuses par des tâches automatisées réduit également donc le nombre d'employés qu'il pourrait y avoir dans l'usine. En l'occurrence, dans la simulation qu'on a faite, c'est une usine qui marcherait avec la moitié moins de personnes donc pour la faire tourner, vu qu'elle serait remplacée par beaucoup de solutions automatisées. Donc c'est quand même assez anxiogène d'imaginer de telles choses. Après, qualitativement, sur l'aspect impact humain, eh bien, moi je suis convaincu qu'il est faux de penser que ça polarise les compétences. On entend souvent cette notion de polarisation où il ne resterait plus que des brillants data scientists, Bac+12, et puis des gens très peu qualifiés pour faire marcher des usines qui fonctionnent toutes seules. Je pense qu'au contraire, eh bien, les solutions d'industrie du futur offrent des emplois à tous les niveaux de qualification. Donc, on aura toujours besoin des gens qui font la logistique, de la maintenance, de la qualité, etc. Mais la nature de leur métier probablement évoluera. Chaque métier, en fait, dans chacun des métiers, vous avez une composante, je dirais, un peu fastidieuse, répétitive, et vous avez une composante aussi empathique, c'est-à-dire relation avec votre client en interne, résolution de problèmes, etc. Eh bien, avec l'industrie du futur, chacun de ces métiers va effectivement évoluer vers sa composante empathique et la composante fastidieuse va être fortement réduite. Et donc, de ce fait, ça va permettre, dans une telle usine, d'offrir des emplois à des gens dont la qualité du travail va s'améliorer. Et aussi, la satisfaction au travail. C'est pas seulement, d'ailleurs, la qualité de la vie au travail, c'est même la qualité du travail lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, un opérateur, au lieu d'avoir à faire des tâches répétitives et fastidieuses, il sera plutôt en contrôle de sa machine, réglera des paramètres, cherchera à résoudre des problèmes. Et donc, ça rend l'intérêt du travail supérieur et plus intéressant. Également, il pourra, s'il n'a pas l'expertise, faire appel par le numérique à un expert qui, lui, se trouvera dans un autre endroit et pourra lui apporter des conseils pour faire mieux marcher sa machine. Vous voyez ? Donc, vous voyez que chacun des métiers, en fait, va évoluer et normalement, on peut accroître c'est un levier important pour accroître la satisfaction au travail et aussi l'image qu'on peut avoir de l'industrie parce qu'une telle usine aura une image, je dirais, plus attractive que peut-être celle qu'on voit aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est véhiculée. Donc, vous voyez, ça change vraiment la donne en termes d'impact. Et donc, ça nécessite effectivement un effort extrêmement important de reformation, de prise en compte de ça et également de retrouver des emplois pour effectivement des emplois qui vont disparaître et retrouver ceux qui vont réapparaître. Alors, plus généralement aussi, pour continuer cette idée-là, eh bien, si effectivement il y a une transition assez forte vers l'industrie du futur sur notre tissu industriel, et je le souhaite parce que c'est la seule façon de le rendre compétitif dans un pays comme le nôtre, et donc et ça permettrait de pérenniser en fait notre industrie qui est absolument nécessaire. On voit bien qu'effectivement les usines de demain auront probablement moins de personnes que les usines d'aujourd'hui. De même que les usines d'aujourd'hui ont bien moins de personnes que les usines d'hier. Quand on prend une usine automobile d'hier, elle avait 3 fois, 4 fois plus de monde qu'elle en a aujourd'hui. Mais donc ça, c'est une tendance. Et quelque part, on se demande effectivement, mais qu'est-ce qui va faire il y a des scénarios qui disent, certains économistes disent, du coup, ça va amener vers une société de gens oisifs et puis des gens très occupés, et donc une sorte de polarisation. Là non plus, j'y crois pas. C'est un peu comme le malthusianisme quelque part de l'emploi. C'est pas déjà le cas. Oui, ça commence un peu à une polarisation macro, mais quelque part, on revient au malthusianisme où on craignait donc de plus fournir, d'avoir assez à manger sur Terre, alors que par des calculs simples, mais on est
dans nos hypothèses actuelles. Non. Quelque part, ce qu'on voit, c'est que ces nouveaux modèles vont régénérer de l'emploi. Alors, quel est le mécanisme économique qui permet de faire ça? Ce qui est nouveau, c'est que ce n'est pas le même que celui qui a fonctionné lors de la troisième révolution industrielle. Dans la troisième révolution industrielle, si vous voulez, le principe était, voilà, on va mécaniser, automatiser, donc certaines productions, donc ça fait baisser le coût de revient. Faisant baisser le coût de revient des produits, ils deviennent accessibles à plus de monde, donc ça augmente les volumes. Donc la logique d'un directeur industriel, c'était de dire, voilà, j'investis et mon investissement sera rentabilisé par un accroissement de volume et un chiffre d'affaires qui va rentabiliser cet investissement. Et ce modèle-là, qui était le modèle de notre troisième révolution industrielle, finalement, est un peu à bout de souffle. Parce qu'aujourd'hui, les volumes sont moins prévisibles qu'auparavant. Les investissements sont toujours élevés. Et on voit beaucoup d'échecs d'ailleurs liés à ça. On a quelque part, on se mord les doigts, on a trop investi parce que justement la demande a changé. Le monde est devenu VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, ce qui fait que les besoins évoluent et changent. Et donc de ce fait, on voit beaucoup d'actifs industriels qui ont été surinvestis. Et l'industrie du futur va justement permettre de faire cette économie-là. Donc si on arrive à avoir des usines dont le capital engagé est beaucoup mieux optimisé, eh bien, par rapport à la révolution précédente, on va faire une sorte d'économie de capital engagé au niveau donc macroéconomique. Pour donner quelques chiffres, si on prend l'Europe, donc l'Europe de l'Ouest, avec ses 25 millions d'emplois dans l'industrie européenne de l'Ouest, au dire de l'INSEE, donc, eh bien, si on passe une transition vers l'industrie du futur pour l'ensemble de ce périmètre, on va économiser environ 420 milliards d'investissement liés à l'économie de capital engagé qu'on va faire par le fait que nos actifs vont être bien mieux utilisés. Et ces 400 milliards, ça vous régénère 800 milliards de valeur ajoutée et ça vous régénère derrière potentiellement 10 millions d'emplois donc quand vous faites la conversion avec les bons chiffres. Et ces 10 millions d'emplois compensent en fait largement la productivité induite dans les usines, si vous voulez, en termes de productivité et de mise en place de solutions. Donc, vous voyez que là, quelque part, sur nos 25 millions d'emplois, eh bien, il va y avoir une espèce de rotation. Pardon, je vous arrête quand même. En combien de temps? Parce que la transition est douloureuse. Là, c'est une vision positive à terme, donc il faut quand même qu'elle mette un peu angélique, là. Absolument, et par contre, on voit que la transition qui, elle, va faire une mutation importante du nombre d'emplois doit être prise en compte dès maintenant, parce que la phase de transition, effectivement, est difficile à préparer. Et elle peut durer combien de temps? Alors, elle peut durer combien de temps? Je pense que ça, c'est une tendance sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc ça fait 15 ans avec 12 millions de chômeurs, ça fait beaucoup. Ah non, les plus et les moins peuvent être simultanés. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Donc, vous voyez la nature quelque part du tsunami qui nous attend, en fait. Si on ne fait rien, si on reste rigide, si on reste avec nos principes, avec nos syndicats, comme disait Louis tout à l'heure, eh bien, on va avoir un énorme problème, effectivement, pour piloter cette transition. Donc, voilà, c'est pour citer quelques ordres de grandeur un petit peu sur les impacts économiques, les impacts en termes d'emploi qui pourraient arriver avec cette révolution. Ça peut être politiquement intéressant Absolument. À observer. Louis Gallois, une réaction à ces prédictions sachant qu'on n'a toujours pas trouvé, effectivement, le facteur temps est important. Non, mais le processus est classique. Une révolution industrielle crée des gains de productivité. Ces gains de productivité génèrent de la croissance et cette croissance génère des emplois ailleurs. Et tout le problème, évidemment, c'est un problème de compétences. On l'a vu. Pour mettre en œuvre cette révolution industrielle, c'est un problème de qualification. Je rejoins ce qui a été dit. Je ne pense pas je pense pas qu'on soit condamné à la polarisation entre des emplois extrêmement qualifiés et des emplois non qualifiés. Je pense que c'est toute la qualification des personnels qui va falloir relever, parce que les fameux emplois empathiques, je ne connaissais pas l'expression, mais je vais certainement la reprendre. Les fameux emplois empathiques, ce sont des emplois où il y a de la valeur ajoutée. Et donc, on passe de la production, l'opérateur ne fera plus des tâches répétitives de production, mais il va faire de la maintenance. Et cette maintenance suppose un niveau de qualification plus élevé. L'indépendance, l'autonomie que va acquérir l'opérateur dans son travail suppose légalement qu'il acquiert une qualification supérieure. Donc, il y a un aspect de qualification. Et le troisième sujet, ça va être de savoir comment on fait passer les personnes progressivement, parce que tout ceci, ça va se faire dans le temps, du point A au point B.
et des qualifications A aux qualifications B, du métier A au métier B, en sachant que la mobilité des personnes va être fortement accrue et qu'il faut organiser cette mobilité de manière qu'elle soit acceptable. Et je pense que nous n'échapperons pas à un système de sécurité sociale qui permette cette mobilité. Absolument. Parce que sinon, elle va être complètement anxiogène et nous aurons des réactions de rejet. C'est la question de complément que je voulais vous poser. La première révolution industrielle a provoqué les grandes révolutions démocratiques. La deuxième a provoqué la naissance du salariat de masse et les institutions avec lesquelles on vit quand même encore aujourd'hui, parce qu'il y a quand même encore 85% de contrats à durée indéterminée. Donc le salariat demeure quand même notre cadre, ça a peut-être changé. La troisième, on pourrait dire la troisième révolution industrielle a provoqué la mondialisation avec ce que vous disiez sur les effets volumes. Cette quatrième révolution industrielle qu'on vit, on n'a pas encore très bien l'idée des institutions qui vont devoir la réguler et l'accompagner. Vous évoquez l'idée d'une sécurité sociale nouvelle, mais comment la financer? Qui va payer? Le capital? Donc si j'entends monsieur tout à l'heure, si on économise du capital, il va peut-être falloir transformer le mode de financement de notre protection sociale. Oui, le salariat ne va pas disparaître. Il va naître à côté du salariat d'autres formes. Et je pense qu'il ne faut pas penser, on a un peu tendance dans les colloques à envisager les révolutions comme brutales, immédiates et totales. Je pense que des formes anciennes vont demeurer. Et donc il y aura du salariat, et le salariat risque probablement dans les 20 prochaines années restera le mode dominant. Mais ils vont apparaître d'autres choses. Et surtout, à l'intérieur du salariat, les gens vont changer de job. Ils vont changer d'entreprise. Et il faut que ces changements, comme ce changement ne peut pas se faire du jour au lendemain, il y aura des périodes de transition entre le métier, l'entreprise A et l'entreprise B. Comment les gens vont vivre ces périodes de transition? Il faut réduire le caractère anxiogène de cette mobilité. Ça me paraît absolument décisif, surtout dans un pays comme la France qui, à cause de son taux de chômage, a une anxiété extraordinaire vis-à-vis de ce sujet. Il y a qu'à voir ce qui se passe dans la rue actuellement. Le cas français, le compte personnel d'activité, mais qui reprend des droits existants, c'est une ébauche. Il faudrait lui ajouter quoi? Je pense que le compte personnel d'activité devrait probablement progressivement s'enrichir de telle manière que les droits des personnes, les droits acquis, soient attachés à la personne et plus à l'emploi, et que les gens aient une sorte de sac à dos avec leurs droits qu'ils puissent passer d'une entreprise à une autre. C'est pas simple. C'est pas simple parce que embaucher quelqu'un qui a un sac à dos trop bien rempli, ça va être un vrai sujet. Donc il faut qu'il y ait aussi une péréquation des coûts. Donc on ne va pas échapper à un système de sécurité sociale. Voilà, peut-être un changement du mode de financement. Il y a peut-être un changement de régime de financement, certainement. D'ailleurs, il faut que les gens qui sont... La TVA, quoi, pour dire... tout le monde dit la TVA sociale, c'est le Graal. Faites preuve d'un peu plus d'imagination, pensez à autre chose, une grande réforme fiscale. Ici, les riches, alors. Aujourd'hui, on parle de révolution. Les patrons, les salaires des patrons. Aujourd'hui, on parle de révolution, parlons de révolution fiscale. Que le capital va gagner, si vous nous expliquez Roland Berger, il faut peut-être taxer le capital. Il y a une chose quand même que je voudrais dire à la suite de ce gain. On attend beaucoup des gains de productivité du numérique. Jusqu'à maintenant, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus jusqu'à maintenant. Donc, il ne faut pas quand même penser que tout ceci va se passer du jour au lendemain. Moi, je crois que le numérique va générer des gains de productivité. Mais actuellement, il faut savoir qu'ils n'ont pas encore été acquis. Donc, on n'est pas... on est dans un processus qui s'engage, dont on ne connaît que le début. Notre ami américain de General Electric a des réactions à tout ce qui vient d'être dit. En première réaction, effectivement, on a parlé d'un premier reversement qui est la création d'emplois dans les services ou dans l'interaction, avec une baisse dans le cœur de l'industrie des grandes entreprises. Il y a une autre évolution qu'on n'a pas évoquée, qui est aussi importante, c'est la suivante. Si vous regardez cette montre, donc je l'ai achetée sur Internet, elle a été faite sur Kickstarter. Kickstarter, c'est un site où vous êtes 5 étudiants, vous avez l'idée d'un produit, vous pouvez le présenter à des gens comme moi qui l'achètent, et ensuite vous la faites produire par des moyens de production qui sont devenus accessibles par cette révolution numérique. Vous n'auriez pas pu faire ça il y a 10 ans. Les étudiants qui ont vendu cette montre, elle fonctionne très bien, elle tient 7 jours en batterie,
Ils en ont vendu 1 million. C'est une montre connectée. Une montre connectée, elle marche sur iPhone, Android. C'est la Apple Watch de. Sauf qu'elle tient 7 jours en autonomie. Ils en ont vendu 1 million d'exemplaires, 20 gamins. Donc, dans les potentiels aussi de croissance, c'est-à-dire beaucoup plus que les prévisions actuelles de l'Apple Watch. Ouais. Non, quand même pas. En stock, ils en ont eu plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi tous les emplois, toutes les activités qui peuvent apparaître du fait que les moyens de production se modularisent, se décentralisent, deviennent accessibles à tout un chacun. On a des exemples en France. Il risque pas d'avoir un problème de brevet quand même, parce que ça ressemble à l'Apple Watch. Non, ils l'ont sorti avant. Ah, ils l'ont sorti avant. Non. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Donc, oui, mais enfin, vous savez, dans le monde des fabricants de téléphones portables, ils se battent parfois pour des ronds carrés. Hein, donc, donc, dans le digital, attention, vous regardez, par exemple, chez l'uberisation, vous créez beaucoup plus d'emplois de chauffeurs. Le nombre d'emplois de chauffeurs augmente. Donc, la partie productive du métier augmente. La partie interaction, elle est remplacée par des robots qui, quand on est utilisateur, font quelquefois d'ailleurs mieux le travail, mais les emplois de production augmentent. Le digital dans les médias, c'est la même chose. Alors, je ne parlerai pas des journaux, mais vous regardez dans la chanson. Je ne vous dirais pas que ça a augmenté le nombre d'emplois dans les journaux. Non, par contre, hélas. Le contenu, le nombre de personnes productivité, oui. Qui font un métier consistant à apporter de l'information au grand public et qui en vivent, si vous ajoutez tous les blogueurs, toutes les personnes qui font des choses de cette nature-là, il y en a beaucoup plus. Qu'après, en termes de déontologie journalistique, ça ouvre des zones qui ressemblent moins du journaliste, ça c'est complètement vrai. Modifier la chaîne de valeur, ça. Mais en termes de développement dans le domaine industriel, n'oublions pas toute cette partie-là. C'est particulièrement important pour la France. Quand vous regardez les grandes transitions industrielles qu'a cité Louis Gallois, en fait, ce que vous constatez, c'est que la France, en général, a toujours eu un peu de retard. Donc un peu de retard à sortir de l'agriculture, un peu de retard à sortir de l'étape d'avant, en oubliant que le combat pour la valeur ajoutée, il se fait aussi dans le fait d'être dans les premiers dans la période qui suit, et c'est peut-être des acteurs différents de ceux qui étaient les gagnants dans la période N qui vont gagner en N+1. C'est tout à fait vrai dans l'industrie. Donc l'impression 3D, le design accessible à tous, les grandes plateformes permettant à 5 de créer un produit sur lequel vous pouvez devenir leader en 5 ans, ça, c'était pas possible dans l'industriel des 100 familles qui contrôlaient à la fois le capital, les moyens de production et les moyens de conception. Tout ça crée un monde plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc ça, on va pas en sortir. Ouais, parler aux ouvriers qui travaillaient dans les mines il y a un siècle, si le monde était certain pour eux, je pense qu'on pourrait avoir un débat là-dessus. La notion de progrès. Je reviens sur ce qu'on disait sur comment on peut assurer cette transition. Moi, j'ai eu une fois la chance de discuter avec le patron de Google, Eric Schmidt, qui projetait la courbe, évidemment, assez loin dans ce qui a été décrit par Max. Lui n'hésitait pas à dire, oui, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui risquent de se retrouver, sinon dans une oisiveté, en tout cas dans des métiers qui aujourd'hui, on n'a pas vraiment défini quel type de valeur ils auront. En tout cas, ils seront différents, mais on risque, oui, peut-être d'avoir une classe d'oisifs. On voit ça dans des tas de films de science-fiction, des tas de gens qui ont imaginé ça. Et il n'hésitait pas à dire, écoutez, oui, peut-être que si le capital gagne, à la fin, il faudra que le capital redonne même Eric Schmidt, le patron de Google à San Francisco, avait un discours néo-marxiste sur le financement par le capital des anciens travailleurs de l'industrie. Bon, ce qui prouve qu'ils sont assez évolués. Regardez les gens qui parlent du revenu minimum, enfin on a tout ce débat quand même dans la société, le revenu universel qui revient, c'est quelque chose, enfin ça fait partie peut-être de la sécurité sociale universelle de Louis Gallois, je suis pas sûr, mais pourquoi pas? Je pense que si nouvelle économie, nouvelle industrie, peut-être nouvelle société et nouveau rapport à l'argent. Ouais. Je pense que cette idée d'ailleurs, qui vient d'ailleurs un peu des États-Unis, d'oisiveté, de société oisive, parce qu'évidemment, il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, si c'était vrai, on y serait déjà. C'est-à-dire, compte tenu de la productivité énorme qu'il y a déjà, que font par exemple aujourd'hui les gens qui sont sortis du marché du travail, ils le subissent. Oui, c'est vrai, mais à plus grande échelle, c'est-à-dire que font avant on allait au lavoir pour laver son linge, maintenant on n'y va plus. Donc que font les personnes qui faisaient ça, oui. Donc etc. Le pointeur des lilas qui contrôlait les billets, il les pointe plus, etc., etc. Et je peux vous en citer des dizaines de métiers. Croyant encore à une société du travail, voilà, et pas de l'assistance. Je pense que quelque part, ce qu'on voit bien, c'est la descente, effectivement, en termes de croissance, peut-être d'emploi liés à tout ça, mais on ne voit pas bien, effectivement, les facteurs de recréation d'activité.
Et quand vous regardez aujourd'hui, quelque part, où est-ce que vont se situer, il faut revenir un petit peu aux besoins fondamentaux de l'humain. C'est l'éducation, l'emploi, la mobilité, etc. Et dans tous ces besoins-là, aujourd'hui, eh bien, vous avez des systèmes relativement chers. Comprenez, par exemple, l'industrie automobile, eh bien, vous avez aujourd'hui un système qui est un peu sous-utilisé. La voiture roule 15 km par jour. Il y a une personne en moyenne qui est dans sa voiture. Donc, les systèmes d'autopartage vont permettre effectivement de donner accès à de la mobilité à des gens qui n'en ont pas suffisamment accès. Et c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'éducation, par exemple, etc. Donc, on va voir la naissance, en fait, de tout un tas de nouveaux services industriels, etc., qui vont combler ce type de besoins. Donc, Bernard Chalet citait l'exemple des avions électriques qui vont substituer, enfin, un milieu entre un hélicoptère et puis une voiture. La voiture volante. La voiture volante, en gros. Bon, bah voilà, crac, vous générez quelque part, remplissez un besoin non satisfait. Oui, c'est pas la semaine prochaine. Mais vous remplissez un besoin non satisfait, en fait, de mobilité. Qui aujourd'hui, du coavionnage, c'est pas demain que vous allez survoler l'autoroute. Peut-être pour terminer, on va passer quelques paroles à la salle. Allez-y. Moi, je suis pas du tout pessimiste sur les besoins de nouveaux emplois. Je suis en train de faire une expérience très intéressante actuellement. Je vais probablement prendre la présidence d'un fonds qui se fixe comme objectif, dans un certain nombre de sites en France, de faire 0 chômeur de longue durée. Donc, c'est une initiative qui a été prise par ATD Quart Monde et qui maintenant a été reprise par un projet de loi. Bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à ces gens ? Eh bien, sur les 5 territoires qui sont déjà avancés, notre problème n'est pas de trouver de l'emploi, c'est de trouver les gens pour ces emplois. Ces emplois ne sont pas solvables, ou ils ne sont que partiellement solvables. Il ne s'agit pas de rentrer en concurrence avec les emplois de marchands. Mais ces emplois correspondent à des besoins ressentis par les gens. C'est le territoire lui-même qui détermine des besoins, qui ne sont pas des besoins tous non qualifiés. Bien sûr, il y a le bûcheronnage, le nettoyage des forêts, évidemment. Mais il y a beaucoup sur le recyclage, beaucoup sur l'économie circulaire, qui sont des emplois qui supposent de la technique, de la maîtrise d'un certain nombre de compétences, etc. Donc il faut pas. Moi, je crois que et les immenses champs que la dépendance va ouvrir à l'emploi aussi, immense. Donc moi je suis pas pessimiste. Ils veulent des robots. Le problème, ça va être la solvabilisation de ces emplois ou leur prise en charge. Et je pense qu'on va revenir à des idées anciennes où la collectivité nationale prend en charge un certain nombre de services qui ne sont pas solvables. L'éducation nationale n'est pas un service solvable jusqu'à présent. Oui, mais ça ne résout pas le problème du financement. Ah ben non, mais le financement, le financement, il est dégagé, ça a été fort bien dit, par les gains de productivité et le fait que le capital est mieux employé. Donc on est d'accord, le capital évidemment, va payer. Ce qui veut dire qu'il faut de la croissance. Absolument. Ça veut dire qu'il faut de la croissance. Il faut que ces gains de productivité se traduisent en croissance. Allez, Vincent, un mot et puis toutes les questions que vous voulez pour une dizaine de minutes. Donc, sur les questions de ce qui crée le chômage, vous avez un papier qui date d'il y a une quinzaine d'années de John Sutton qui s'appelait « Mondialisation, une perspective européenne », qui expliquait que l'origine du chômage en Europe, c'était majoritairement l'écart entre un monde qui bougeait, alors à l'époque, sous l'effet de la mondialisation, et des systèmes de protection sociale, particulièrement en France, qui sont fondés sur le maintien d'un statut plutôt que l'accompagnement d'une transition. C'est ça qui crée du chômage. C'est pas le fait que les besoins de l'homme sont saturés et qu'on a tout ce dont on a besoin. C'est pas non plus une question de financement. On vient d'expliquer qu'il va y avoir énormément de valeur ajoutée créée. Quand avec un chip à $2, vous faites gagner $100 de valeur, vous créez de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées. Le problème, c'est des problèmes d'institution, de design de système. Et ça ne veut pas dire d'avoir des systèmes moins protecteurs. Ça ne veut pas dire d'avoir des systèmes où le rôle des partenaires sociaux est plus faible. Ça veut dire simplement d'avoir des systèmes qui sont en adéquation avec ce qu'est le monde et ce que sont les besoins de l'économie. Les nouvelles institutions de la 4e révolution industrielle. Et ça reste à inventer. Qui reste à inventer. Et il y a 3 modèles dans le monde. Vous avez le modèle anglo-saxon qui dit en gros chacun pour soi,
où donc il y a des systèmes de protection faibles. Vous avez le système nordique, dans lequel vous regardez et vous apercevez que les emplois peu qualifiés sont majoritairement employés plutôt dans les services publics. Et vous avez le système français, dans lequel ils sont majoritairement au chômage. Donc moi, je préfère le modèle 1 ou 2, plutôt du côté 2 que 1, que le 3.